Bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global FinTech Community. Je suis John Saloumou et aujourd'hui je reçois Monsieur Solofo Rafeno. Il est CEO et cofondateur de DisyRap. DisyRap est une FinTech qui est présente au Togo et à Madagascar et qui ambitionne d'ouvrir très bientôt au Bénin et ainsi qu'au Nigeria. DisyRap est une entreprise panafricaine qui opère une place des marchés des produits des premières nécessités, dont en première partie l'énergie renouvelable. DisyRap ambitionne de devenir l'Alibaba de l'Afrique avec une particularité qui est une solution technico-financière pour protéger des marchands de l'influation et du dévoilement de leur monnaie locale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Solofo sur ce podcast. Bonjour Solofo. Bonjour John, merci pour l'introduction. Il n'y a pas de souci. Comment vous allez aujourd'hui? Écoutez, ça va très très bien. Ravi de converser avec vous sur ce podcast, en tout cas. Merci. Non, je vous en prie. C'est une très forte joie pour moi de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut aller tout droit dans le but de notre sujet. Parlez-nous de votre parcours professionnel. Oui, une grande question. Donc, je m'appelle Solofo ou Soulouf Rafeno. Avec mon nom, je suis malgache. Ok. Je suis né à Madagascar. J'ai fait toutes mes études à Madagascar jusqu'au bac. Et après, je suis venu en France pour faire maths sup, maths p et sup télécom pour devenir ingénieur. En un mot, j'ai passé 30 ans de ma vie comme cadre dirigeant de grands groupes internationaux, 20 ans plutôt, comme chez Hewlett-Packard, chez Bull, chez Thomson, travaillant en Europe. J'ai fait un an aussi à Hong Kong, beaucoup travaillé pour le développement de business en Amérique latine, au Brésil principalement, et en Afrique. Ok. Et depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je suis entrepreneur et DigiTop est ma 4e société. Ok. Auparavant, j'étais dans les mobiles, dans la production de festivals de jazz, parce que j'adore la musique. Et là, je suis dans le fintech. Ok. Mais est-ce qu'il y a une anecdote particulière par rapport à la création de DisyRap ou par rapport à votre parcours comme entrepreneur? Je sais qu'il y a sûrement de hauts et des bas par rapport à cela. Est-ce qu'il y a une anecdote particulière dont je pense, vous aimeriez partager? La vie d'entrepreneur, c'est plein d'anecdotes. Il y a de hauts et des bas. Alors, pourquoi j'ai créé DigiTop avec quatre associés, parce que nous sommes 5. Oui. En fait, ça a été très simple. J'ai toujours travaillé dans des pays en voie de développement, que ce soit l'Amérique latine, l'Afrique, la Chine est déjà bien développée. Oui. Et donc, j'étais confronté dans ces pays-là aux problématiques de l'énergie, les coupures, le délestage, aussi bien à Kinshasa qu'à Lagos ou bien dans mon beau pays qui est le plus mauvais en soi, qui est Madagascar en matière d'énergie. Mais je me suis pas tellement rendu compte où je vivais comme ça. Et donc, il y a 5 ans, j'étais revenu dans un petit village à Madagascar où j'ai passé 18 mois de ma vie comme prof au collège, prof de maths, avant de partir faire mes études en France. C'était une obligation, c'est ce qu'on appelle un service national. Ok. Revenu dans ce village, 30 ans après, Ouais. et j'ai retrouvé le village au même état, c'est-à-dire pas d'eau, pas d'électricité. Il y a 30 ans, il n'y en avait pas. Et là, j'étais furieux, fâché. J'étais même plus triste, j'étais vraiment furieux. Et en un quart d'heure, j'ai quitté le village, je me suis juré que j'allais monter quelque chose de énorme et structurant pour régler ça, parce que c'est pas un problème du petit village de Madagascar, c'est pas un problème de Madagascar, c'est Madagascar qui a 15% de taux de connexion à l'électricité, mais c'est toute l'Afrique. La moitié des Africains, 600 millions de personnes, n'accèdent pas à l'énergie. Et ceux qui ont l'électricité, qui s'y vivent vous êtes congolais si je comprends bien, en habitant à Cape Town, à Kinshasa, l'électricité, vous pouvez être milliardaire, mais vous êtes obligé d'acheter des groupes électrogènes. Donc c'est vraiment, et l'énergie est un point de blocage, c'est vraiment le problème
structurelle en Afrique. Et donc, en termes d'anecdote, c'est ça qui m'a poussé à réfléchir sur un écosystème global pour amener notre part à la résolution de ça. Et en travaillant sur le projet, je me suis rendu compte qu'en fait, l'électricité, ce n'est que la résultante d'un autre problème, qui est le manque de financement en Afrique. Donc en fait, l'Afrique, pour moi, aujourd'hui, ne sera jamais le next China si les pays africains ne règlent pas le problème de l'électricité et le problème des services financiers. D'où la naissance de Digital. Ok, je vois, je comprends parfaitement. Et mais alors, lorsqu'on parle de vous en tant qu'entrepreneur, parce que je sais que vous aviez mentionné que voilà, DigiDap est, je pense, la 4e entreprise que vous aviez commencé. Mais avant cela, vous avez connu des hauts et des bas. Alors, je sais que vous avez mentionné une fois que vous avez eu à subir une perte, quand même avec avec de gros chiffres. Mais l'un des buts de ce podcast également, c'est pouvoir s'étendre un peu plus sur les hauts et les bas par rapport au parcours, parce que je pense que l'on apprend aussi beaucoup des parcours. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Parle-nous un peu de cet aspect, mais aussi de comment est-ce qu'on peut rebondir après cela. D'accord. Alors, bon, il faut toujours quand même parler aussi des succès. Ouais. J'ai créé 4 sociétés. La première, je l'ai vendue au bout de 3 ans avec une bonne plus-value. Donc, ça, c'est un super succès. La deuxième, elle est effectivement, j'ai suivi une perte à 6 chiffres en euros, hein, à titre personnel. Aujourd'hui, bon, la troisième, elle est toujours opérationnelle. C'est vraiment pas une vraie société parce que c'est la partie organisation de festivals de jazz. Et donc c'est vraiment ma danseuse parce que j'ai besoin de ça. J'adore la musique, j'adore le jazz. Et donc le quatrième, donc c'est le quatrième digital. Donc, pour revenir sur la deuxième société, comment peut-on rebondir de ça? Non, premièrement, on passe par un bas-fond. Et ça, il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, il faut accepter d'arriver à des situations assez plus que compliquées, à la fois financièrement, physiquement, mentalement, au niveau de la famille, voilà. Et donc, il y a un passage à vide. Et c'est là où, en fait, je pense que quand on est entrepreneur, on s'est formé à ça avec le temps. Je connais pas quelqu'un d'entrepreneur qui a essuyé une perte comme ça et qui est resté sur cette perte jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'il se lève. Alors, il se lève pas automatiquement, mais c'est une histoire de timing. Moi, j'ai mis 3 ans avant de me relever, c'est-à-dire que bon, j'ai arrêté, j'ai coupé mes pertes, j'ai repris un job de salarié, un job qui n'était vraiment pas à la hauteur de ce qui est mes diplômes, de ce qui est mes expériences, mais il fallait que je me réancre dans un monde un peu standard. Et c'est dans ce job vraiment de standard que j'ai recommencé à réfléchir, à remonter. Et c'est là où j'ai commencé à organiser des festivals de jazz parce que ça m'a permis aussi de sortir de la tech, de rejoindre quelque chose que j'aime. Et donc, c'était dans une phase de healing en anglais, comment on appelle ça en français, de remise en forme, n'est-ce pas? Ouais, Euh, ouais, ouais. et après, Digitop est arrivé assez rapidement parce que, bon, quand on est entrepreneur, on ne pense qu'à repartir et voilà. Je ne sais pas si ça peut aider les gens qui sont dans cette situation, mais en tout cas, mon propos, c'est de dire un entrepreneur se lève toujours. Il faut juste qu'il accepte un temps où il va passer un petit désert et après, bon, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans mon cas, c'était 3 ans. Et après, je rebondis. En tout cas, non, mais c'est très important. Un entrepreneur s'élève toujours. Je pense que c'est très important et même les CEO ou même chefs d'entreprise que nous suivons en ce moment, il y en a qui vont aussi apprendre par rapport à cette réalité ici. Mais alors, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu par rapport à ce que vous offrez comme service également à DigiDap.
vu qu'on pourra parler aussi de la crypto. Comment est-ce qu'on peut intégrer la crypto en ce qui concerne le settlement? Scott, could you design a video game? I could make you a hypothetical one. If I took some random genres, mechanics, maybe blended them together, and created a new hypothetical game. Now that would make a great podcast. Undoubtedly. So what would you make? Something original and exciting? A Dark Souls city builder? A co-op roguelike? Everything. All of that. We could use the Nemesis system and put it in a first-person shooter. And we could have a loot system with survival mechanics and motion controls. And maybe you could... I don't know, save a kingdom from some out-of-control toasters. What about party? Catch the Gaming Blender on all your favourite podcast platforms. Alors, pour moi, la crypto est déjà un phénomène qu'il faut que les Africains, des dirigeants, des chefs d'État, des patrons des banques, et aussi des entrepreneurs, et aussi les étudiants et la population, en tout cas ceux qui ont la capacité pour le moment de comprendre, d'y accéder. Il faut que l'Afrique prenne ça au sérieux parce que c'est un écosystème, je dis bien, je pèse mes mots, c'est un écosystème financier, un deuxième, qui va permettre, si c'est bien géré, bien régulé, va permettre à l'Afrique d'avoir une révolution fois 10, fois 100 de ce qu'on a eu avec les télécoms mobiles. Souvenez-vous, avant que le GSM arrive en Afrique, on avait que quelques dizaines de milliers de gens qui avaient le téléphone fixe et qu'on allait chez les gens pour appeler et tout ça. On a fait un saut quantique, c'est-à-dire qu'on n'a pas tiré des câbles partout. Les mobiles ont révolutionné l'économie africaine et la société africaine. Et la crypto va le faire de cette manière si on la prend en charge bien amont. Alors, mais la deuxième chose que je veux dire, c'est que ce n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle beaucoup des gens qui spéculent, les staking, les lending, les DeFi et tout ça. C'est parfait tout ça, mais c'est vraiment pour des very happy few. Et il y a toujours de la spéculation parce qu'on parle de finance. Mais la crypto, elle dépasse largement ça. La blockchain déjà, qui est le socle de la crypto. Les cryptos, parce qu'il y a une 20 000, 24 000 aujourd'hui sur le marché. Les stablecoins, qui sont une classe de crypto, ils sont vraiment vont changer l'économie mondiale dans toute sa globalité. Et l'Afrique, au même titre que les mobile money, doit intégrer ça le plus rapidement possible. Donc voilà comment je vois les choses. Alors nous, on l'utilise dans notre projet, hein, mais encore une fois, on l'utilise comme un moyen. On l'utilise pas comme comment dirais-je, comme une fin en soi pour spéculer. On l'utilise comme un moyen pour fournir un service qui est unique et qui va protéger les consommateurs et les marchands africains. Je comprends parfaitement. Mais je me demande quand même, vous qui êtes entrepreneur, vous offrez des services et vous faites des affaires à travers l'Afrique. Quelles sont les réalités qu'il y a lorsqu'on parle de faire des affaires à travers les frontières en Afrique? Quelles sont les réalités que l'on vit? Alors, la réalité, elle est nombreuse, elle est diverse, elle est compliquée. Alors, nous sommes 1 milliard 300 millions de personnes reparties dans 54 pays. Et on ambitionne, tout le monde dit qu'on va être le next China avec toute la puissance économique qu'on a, notre jeunesse. Et en fait, l'Afrique, en fait, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique des États avec les frontières qui sont, j'appelle pas virtuelles, mais du moins qui sont les héritages pratiquement de la colonisation. Pratiquement les pays africains ont été colonisés en dehors de Libéria et d'Éthiopie. Et après, au-dessus de ça, vous avez la vraie Afrique
qui n'a pas de frontières, où il y en a, mais c'est plutôt des frontières linguistiques et des populations. Bon, je ne vais pas parler le mot ethnique, mais des populations. Donc, aujourd'hui, il y a des moi, je préfère parler de corridors que de pays en Afrique. Et les corridors, c'est que, par exemple, vous êtes congolais, je ne sais pas si vous êtes de Kinshasa ou vous êtes de Lubumbashi ou vous êtes de Goma, mais à l'est de DRC, RDC, vous avez un corridor de swahiliphones, qui vont de l'est du DRC, de Tanzanie, de Kenya, du sud même de l'Éthiopie, de l'Ouganda, et là il y a forcément une intégration économique parce que les gens traversent les frontières virtuelles, hein, et ils font des business, sauf que ils sont confrontés à si vous êtes Kenya, c'est du shilling kenyan, et puis quand vous allez à Goma, c'est du dollar et du franc congolais. Donc là, ils sont confrontés à la réalité et politico-économique de leur pays. Mais c'est les mêmes populations. Il y a un autre corridor que l'Ouest africain, sur lequel où je suis aujourd'hui installé, qui est j'appelle le corridor Ghana, Togo, Bénin, jusqu'au Nigeria, où il y a les Yoruba qui sont une grande population, mais c'est les mêmes populations. Et donc, les gens font des échanges, mais elles sont confrontées après au franc CFA versus le cedi ghanéen, le naira nigérien versus le CFA. Et après, vous avez d'autres corridors, comme le corridor de l'Afrique australe où vous êtes. Hein, moi, je fous jazz, mais vous connaissez la belle chanson j'ai oublié son nom, il est décédé, qui parle du train qui va de Zimbabwe, de Botswana, de Lesotho et de l'Afrique du Sud et même du Mozambique. Et la réalité, elle est là. Après, il y a un autre corridor peut-être un peu plus haut, vers le haut, entre le Soudan, l'Égypte et tout ça. Donc moi, je vois plus comme ça. Alors, quelles sont les réalités des affaires? C'est que les affaires vues par les grands pays, vues par les États, sont des affaires entre les grands groupes. D'accord? Donc, il y a des trades. Hein. Et la réalité, il y a en dessous, il y a les gens qui traversent les frontières, qui font des business entre eux parce qu'ils parlent les mêmes langues, parce qu'ils ont les mêmes cultures. Donc, la réalité, elle est là. Et nous, on a même une solution plus pour le PME, TPE, les individus. Je ne dis pas que je refuserai à ce que les grands groupes utilisent nos solutions, mais ils sont déjà bien étoffés. Ils ont les moyens de jongler entre les différents pays, les différentes monnaies et ainsi de suite. Mmh. Mmh. Je comprends. Et donc, ceci m'amènerait à parler des problèmes majeurs de l'économie en Afrique. Et peut-être ce serait bien d'entrer un peu plus en détail par rapport à cela, mais aussi vu que vous proposez une solution qui est technico-financière également, ce serait bien de comprendre aussi un peu plus en détail sur quel plan vous aidez aussi par rapport à ces réalités-là. Alors, ok, nous en fait, on a développé, on opère une place de marché digitale à travers une application 100% mobile, hein, Android et iOS, une application qui s'appelle Digitap, qui est une fusion de Alibaba et Alipay, ou Amazon et PayPal si vous êtes plus occidental, et si vous êtes oriental, c'est Alibaba et Alipay. Mais avec deux particularités, c'est que c'est uniquement dédié aux marchands africains en Afrique. On n'accepte pas les sites e-commerce. On n'est pas comme Jumia qui révolutionne complètement la logistique. Nous recrutons, nous proposons à des commerçants africains, ce que j'appelle le Mamadou Shop, un quincaillier qui vend des batteries, une épicerie. On a 5 catégories dans notre place de marché, donc l'énergie renouvelable, l'alimentaire, donc les épiceries, l'éducation, c'est-à-dire parce
parce que aujourd'hui en Afrique, l'éducation est privée. Donc, donner la possibilité aux gens de payer d'avance 1 an, 6 mois de frais de scolarité. La santé, parce qu'il y a des les pays n'ont pas de sécurité sociale. Bon, il y en a des pays comme au Togo où je suis installé, ils en ont. Mais au-delà des soins de base, les gens doivent payer très cher. Donc, donner la possibilité aux gens d'aller voir un gynéco ou de extraire ses dents, leurs dents, mais payé par pour leurs cousins, leurs frères, leurs oncles qui se trouvent à Paris ou à New York. Donc, ça, c'est le quatrième segment, donc la santé. Et le dernier segment, c'est tout ce qui tourne autour de l'Internet et des mobiles, hein, parce que aujourd'hui, on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire de business sans avoir de l'accès. Donc, 5 catégories: l'énergie, l'alimentaire, l'éducation, la santé et tout ce qui est tech. Mais uniquement des marchands physiquement installés en Afrique. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est on veut en fait drainer, amener des chiffres d'affaires aux marchands africains. C'est pour ça qu'on dit on est là, on veut être l'Alibaba et Alipay de l'Afrique, parce que on va donner la possibilité à vous, Congolais vivant à Cape Town, d'acheter 50 kilos de riz à votre père vivant à Lumumbashi, auprès du marchand qui se trouve à Lumumbashi, mais pas dans un hangar de Jumia, si jamais Jumia est à Lumumbashi. Ce qu'on fait, c'est empowerer économiquement le marchand africain à travers 2 flux d'achat, les achats locaux, donc les gens de Lumumbashi qui vont acheter, et aussi John, qui est congolais, qui vit à Cape Town, il va pouvoir acheter pour son père et son oncle. Et, et c'est ça, DigiTop. Alors, viennent au-dessus de ça, parce qu'en fait, il y a d'autres problèmes majeurs en Afrique dans le domaine de l'économie, c'est la dévaluation des monnaies locales. Savez-vous que le naira, qui est la monnaie nigériane, a décroché, s'est dévissé de 30%, je crois, à la fin de 2020, à la fin du Covid. Moi, je suis malgache. L'ariar, la monnaie locale, elle s'est redressée un peu cette année, mais depuis que je suis né, depuis que je suis adulte, l'économie, le foyer, les entreprises malgaches, ils ont perdu des valeurs, mais c'est des valuations successives. En temps réel, c'est plus des dévaluations, parce qu'une dévaluation, c'est une décision de la Banque centrale, mais plutôt à partir du moment où la monnaie est fluctuante, bah, elle perd de valeur, parce que les termes de l'échange du pays est dégradé. Et donc, il y a 2 fléaux majeurs aujourd'hui. C'est le glissement des monnaies locales, et qui est toujours baissière, que ce soit même le ZAR sud-africain, un peu stable, mais bon, mais le NAFTA, le CEDI ghanéen, qui est quand même un pays qui est très, très en forme par rapport à d'autres pays. Il n'y a que les 14 pays de l'Afrique francophone de l'Ouest qui sont sous le parapluie de franc CFA. Bon, là, après, un problème, c'est que bon, il y a des débats là-dessus, mais il y a 40 pays aujourd'hui, ils ont des monnaies très fluctuantes, mais ils ont l'indépendance, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et le deuxième problème, il est mondial maintenant. Quand on a commencé le projet, il était africain, c'est le problème de l'inflation. Tous les pays africains, enfin, il y a des pays qui sont à 20% encore, hein, mais depuis Covid, depuis après le Covid, avec toutes les mesures de d'hélicoptères, d'envoi de airdropping de monnaie, de cash en Europe, aux États-Unis, l'inflation est arrivée au niveau mondial. Donc, même en Europe, aujourd'hui, on arrive à 5-6%, aux États-Unis, même 7%. Donc, et l'inflation, c'est le fléau pour les entreprises et pour le foyer. Donc, nous, dans la plateforme DigiTop, non seulement on donne la possibilité aux marchands de vendre des produits et services, mais on leur donne l'option de se protéger contre la dévaluation de leur monnaie et contre l'inflation, mais c'est une option. Et d'où l'exclusivité et l'unicité technologique de DigiTop. Voilà. On utilise
un stablecoin à l'intérieur de notre écosystème, mais ça, c'est notre ingénierie financière à l'intérieur. Mais le consommateur, il utilise le mobile money en francs CFA ou en Naira ou en Shilin ou Nariar. Et là, les acheteurs, ils peuvent acheter par carte bancaire ou par mobile money, mais par contre, on a construit un écosystème pour protéger les marchands. DigiDrop a pu construire un écosystème pour protéger les marchands. En tout cas, on va finir sur cette note. Je vous dis merci amplement Solofo par rapport à d'abord pour votre temps, votre partage, et aussi pour toutes ces choses qu'on a pu partager aujourd'hui. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'échanger avec vous, et j'espère à bientôt. À très bientôt. Mais peut-être pour finir simplement, s'il y a des gens qui aimeraient vous contacter, comment ils font? Votre LinkedIn? Notre site, c'est digitap.com, digitap.com. Mon mail, c'est solofo, solofo @digitap.com. Et à partir de là, je suis sur Twitter, @solofo. Je suis sur LinkedIn, Solofo Peno. Exactement. En tout cas, non, mais c'est très bien noté, Solofo. Et puis, merci encore. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success, Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.